Ce tube de verre, renfermant un gaz sous très faible pression, s'illumine quand il est traversé par une décharge électrique. Lorsque des phénomènes analogues se produisent dans la haute atmosphère, une aurore boréale embrase le ciel nocturne. Sous le règne de Louis XIV, l'abbé Picard avait été intrigué par des lueurs beaucoup plus modestes. Transportant de nuit un baromètre, il remarque que les secousses du mercure, contenues dans le tube de verre, provoquent des lueurs bleuâtres dans l'espace vide au-dessus du mercure. Le mathématicien Jean Bernoulli propose vers 1700 un procédé permettant de reproduire cette lueur mystérieuse. Emprisonnez une goutte de mercure dans un tube et scellez ce tube après y avoir fait le vide. Lorsqu'on secoue le tube dans l'obscurité, une faible lueur apparaît. Mais elle est difficile à capter avec notre caméra. Comment expliquer cette production de lumière ? À Londres, le constructeur d'instruments Hauksbee soutient que c'est le frottement du mercure contre le verre dans un air suffisamment raréfié qui produit la lumière. En effet, lorsqu'il frotte, en l'absence de mercure, un récipient de verre dans lequel il fait le vide, cela produit le même type de lueur. Hauksbee écrit même: on peut lire à sa faveur de l'écriture en lettres majuscules. Le verre frotté par Hauksbee attire en même temps des objets légers. En ce début de XVIIIe siècle, c'est précisément l'attraction d'objets légers par les corps frottés qui caractérise l'électricité. Il semble donc y avoir un lien entre émission lumineuse et électricité. Mais l'hypothèse que l'émission lumineuse est elle-même une manifestation d'électricité ne s'imposera qu'après une quarantaine d'années de controverses. L'étude des décharges électriques et de leurs effets lumineux dans l'air raréfié devient systématique au milieu du XIXe siècle. Pour cela, on utilisait un œuf électrique. Dans cet œuf de verre pénètrent 2 tiges de laiton terminées par 2 boules, distantes ici d'une quinzaine de centimètres. L'œuf électrique est mis en communication avec une pompe qui va en aspirer l'air, tandis que les 2 tiges de laiton de l'œuf sont reliées à un générateur de haute tension. Les bornes de ce générateur sont munies de 2 pointes métalliques. On met en marche le générateur. La tension est assez élevée pour provoquer des étincelles de 3 ou 4 cm à travers l'air, entre les 2 pointes métalliques du générateur. Cette tension est, en parallèle, également appliquée à l'œuf, mais elle n'y produit aucun effet visible. On met alors en marche la pompe. À un moment donné, les étincelles entre les pointes métalliques du générateur disparaissent, tandis qu'un ruban violacé apparaît entre les 2 boules métalliques de l'œuf électrique. Pour une tension donnée, la décharge électrique se produit donc plus facilement à travers 15 cm d'air suffisamment raréfié qu'à travers 4 cm d'air à la pression atmosphérique. Lorsque la pression de l'air à l'intérieur de l'œuf est encore diminuée, une zone obscure apparaît et l'émission lumineuse devient dissymétrique. Si l'on arrête la pompe et si on laisse l'air rentrer lentement dans l'œuf, on voit d'abord le ruban lumineux redevenir continu, puis, lorsque la pression à l'intérieur de l'œuf se rapproche de la pression atmosphérique, la décharge cesse et les étincelles réapparaissent entre les pointes métalliques du générateur. Un autre appareil de démonstration de la fin du XIXe siècle permet de mettre en évidence l'influence de la pression de l'air sur la lumière de la décharge. La haute tension, délivrée par une bobine d'induction, alimente en effet des tubes contenant de l'air à des pressions de plus en plus faibles. L'aspect de la décharge change fortement avec la pression. Et cette décharge excite parfois la luminescence du verre. Le dernier tube est constitué d'un verre à l'uranium. Rendu ainsi fortement luminescent, il émet une lumière verte. Que se passe-t-il si l'air est remplacé par un autre gaz ? En 1858, le physicien allemand Plücker fait construire en série par le constructeur d'instruments Geissler de très fins tubes contenant différents gaz raréfiés. Voici quelques tubes de Geissler modernes et le générateur de haute tension qui va les alimenter. Les tubes contiennent chacun, sous très faible pression, un gaz différent.
de gauche à droite, du mercure, du néon qui produit une belle lueur rouge-orangée, du xénon, de l'hélium, de l'argon, de l'air. Voyons de plus près l'argon, puis le mercure. Sa lueur bleutée est bien celle qui intriguait l'abbé Picard. L'air raréfié, quant à lui, est contenu dans un tube de forme plus élégante, constitué pour moitié d'un verre à l'uranium, d'où la belle luminescence verte. À la fin du XIXe siècle, on voit apparaître une foule d'autres exemples de tubes de Geissler, destinés souvent à provoquer l'émerveillement d'un public attiré par les curiosités scientifiques. Ici, forme artistique et verre à l'uranium. Là, dans ce tube à 3 branches, verre à l'uranium et liquide fluorescent. Ce curieux double tube comporte des rétrécissements en forme d'entonnoir dont les sens sont inversés d'un tube à l'autre. La décharge passe dans un seul des tubes, puis dans l'autre si l'on inverse les connexions aux bornes du générateur. Une expérience comme celle-ci ne sert pas seulement à l'émerveillement des curieux. Les mécanismes des décharges électriques dans les gaz et leurs effets lumineux constituaient une énigme pour les physiciens du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, expliquer pourquoi la décharge se fait plus facilement dans l'une des deux branches ne serait pas simple. Mais l'analyse par Plücker de la lumière émise par les différents gaz dans ces tubes de Geissler a permis de montrer que cette lumière possède des caractéristiques propres à chaque gaz, une sorte de signature, ce qu'on appelle le spectre de cette lumière. C'était le moyen d'identifier un gaz simplement par la lumière qu'il émet. Ainsi a-t-on pu montrer que l'hydrogène est présent en abondance dans le Soleil et dans les étoiles, où il est porté à très haute température. Sur Terre, les décharges électriques dans les gaz ont fourni au début du XXe siècle un nouveau type de source lumineuse. Les tubes au néon, dont la lumière rouge ne pouvait servir que pour les enseignes. Les tubes à vapeur de mercure, qui reproduisent avec une plus grande intensité les lueurs barométriques bleutées de l'abbé Picard, et qui servent aujourd'hui de lampes à bronzer. C'est encore la décharge électrique qui provoque l'émission de lumière blanche par les tubes, appelés à tort néons, qui éclairent bureaux ou appartements. Ces tubes ne contiennent pas de néon, mais de la vapeur de mercure, et leur revêtement intérieur devient fluorescent lors de la décharge. La lumière émise par ces tubes fluorescents aurait permis à Hauksbee de lire même des textes en petits caractères.